Deux informations importantes à retenir. L'une qui nous concerne directement, nous, la France. À cette occasion, Emmanuel Macron annonce que la France franchit un pas et qu'elle va livrer des missiles à longue portée, qu'elle a commencé à livrer des missiles à longue portée, 250 km à l'armée ukrainienne. Jusqu'à présent, il n'en était pas question. Voilà que la France franchit ce pas avec immédiatement beaucoup de réactions, en particulier à l'Assemblée nationale. On va en entendre une ou deux. Et des réactions alarmées. Attention, l'escalade, la guerre mondiale. Vous allez les entendre et on en parlera. Deuxième information importante. Volodymyr Zelensky rue dans les brancards. Volodymyr Zelensky n'est pas content. Il s'en prend à la faiblesse de l'OTAN. Il s'en prend à l'indécision de l'OTAN qui regarderait trop du côté de la Russie, qui craindrait trop la Russie et qui serait donc effrayé à l'idée de fixer un calendrier précis pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN une fois la guerre terminée. Il n'est pas content, Volodymyr Zelensky, et il vient briser ce qui s'annonçait comme un sommet plutôt de la concorde. Voyons ces deux informations précisément, et puis on va en discuter. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est donc une charge violente que lance Volodymyr Zelensky contre l'OTAN. Oui, d'abord, regardez son arrivée à Vilnius. Volodymyr Zelensky, accueilli tel une rockstar. Regardez devant la foule lituanienne, c'était il y a 1 heure environ. Des dizaines de drapeaux ukrainiens pour accueillir le président. Et le président, regardez l'Ukrainien, qui sourit, qui salue la foule. Pourtant, quelques heures auparavant, on pouvait parler de coup de colère de Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Le président ukrainien attaque, je cite, l'indécision, la faiblesse et la lenteur de l'alliance à propos de l'adhésion ukrainienne à l'OTAN. C'est sans précédent et absurde qu'aucun calendrier ne soit fixé pour l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Il semble qu'il n'y ait aucune volonté d'en faire un membre de l'alliance, explique-t-il. Alors pour être précis, ce que Volodymyr Zelensky n'accepte pas, c'est l'absence de date, d'une feuille de route donc pour cette future adhésion ukrainienne. Le président ukrainien poursuit, et les mots sont forts, regardez, l'incertitude est une faiblesse, j'en discuterai ouvertement au sommet. Pour lui, Moscou se servira de ces tergiversations. Pour la Russie, c'est une motivation pour continuer sa terreur. Alors pourquoi un tel coup de colère ? Eh bien c'est surtout l'Allemagne et les États-Unis qui sont visés dans ces déclarations. Un peu plus tôt dans la journée, Washington avait enfoncé le clou par la voix de Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. L'OTAN va tracer une voie de réforme pour que l'Ukraine rejoigne l'Alliance, explique-t-il, mais sans calendrier. Et ce soir, Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, reste sur la même ligne. Écoutez. We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan. We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. Vous savez combien de temps, un certain temps. Voilà, dans combien de temps vous accueillerez l'Ukraine ? Dans un certain temps. Quelles conditions ? Certaines conditions. Sont-elles réunies ? Il faut que les membres soient d'accord. Bref, voilà ce qui rend Zelensky furieux. On verra tout simplement, c'est la question que je vous poserai, savoir s'il a raison ou pas. Deuxième information, Quentin, la France brise le tabou de la livraison de missiles à longue portée à l'Ukraine. Oui, et c'est Emmanuel Macron, le président français, qui l'a annoncé lui-même à son arrivée à Vilnius. Écoutez. Compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Ce sera donc déployé conformément aux engagements que nous avons pris avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est d'envoyer un message de soutien à l'Ukraine, d'unité de l'OTAN et de détermination à ce que la Russie ne doive emporter cette guerre. Alors de quoi parle-t-on ? Eh bien, de ces missiles, les voici. Ce sont les Scalp, acronyme de système de croisière conventionnel autonome à longue portée, capable d'atteindre des cibles allant jusqu'à 250 km pour se livrer à l'Ukraine à une vitesse de 1000 km/h. Ils sont tirés depuis les airs par des avions de chasse comme des Mirage ou encore des Eurofighter,
mais également donc par des avions de conception soviétique que possède Kiev. 5e point, ils sont capables de percer des bunkers et des installations militaires. Alors on ne sait pas combien la France en livrera à l'Ukraine, mais quand ces missiles vont être livrés, ça on le sait déjà, puisqu'ils le sont déjà, ils ont été livrés en même temps que le président l'annonçait, confirme une source diplomatique. Voilà, l'annonce avait été gardée secrète d'une certaine manière. Est-ce que c'est un pas important franchi par la France, Quentin? Alors oui et non. Non, parce que les Scalp sont produits notamment en partenariat avec la Grande-Bretagne. C'est la version britannique des Storm Shadow, les missiles de longue portée qui ont déjà été livrés à Kiev depuis la mi-mai par la Grande-Bretagne. Les Américains livrent également des missiles similaires, les GLSDB. Paris ne fait que s'aligner avec Washington et Londres. Mais pour autant, du point de vue français, oui, c'est un pas important. Et d'ailleurs, le Rassemblement national, aujourd'hui, premier groupe d'opposition en France, dénonce un risque d'escalade avec ces livraisons et même une nouvelle guerre mondiale. Écoutez Marine Le Pen. Il m'apparaît évident qu'il existe, du fait de cette livraison, un risque d'escalade, puisque le principe même de ces missiles longue portée, c'est de pouvoir potentiellement toucher un pays tiers. L'inquiétude du déclenchement d'une guerre mondiale que nous ne maîtriserions plus, c'est le choix d'Emmanuel Macron. Et encore une fois, c'est un choix qu'il fait contre un choix qui permettrait de mettre fin à cette guerre et puis d'arrêter le massacre terrible que vit le peuple ukrainien et qui serait une mission, encore une fois, diplomatique dont l'objectif serait de faire cesser précisément ces armes. Le RN qui a toujours été opposé à la livraison d'armes, entre guillemets, offensives à l'Ukraine. Merci Quentin. Faut-il lui donner du crédit à cette théorie de l'escalade, Dominique? Non. Non. Je crois qu'il est évident qu'aujourd'hui, la priorité pour les pays occidentaux, pour les pays européens, pour nous Français, c'est de donner les moyens à l'Ukraine de repousser l'agression russe. Et il y a une forme, je dirais, d'équilibre. Oui, on vous déçoit, il n'y a pas de calendrier, mais on fait ce qui est encore plus important, ce que l'on aurait dû faire beaucoup plus tôt, on vous envoie les armes dont vous avez besoin. La France aurait dû livrer ces missiles-là plus tôt, selon vous? Tout à fait. Tout à fait, pas seulement la France, mais je dirais les pays de la coalition. La Grande-Bretagne le faisait depuis... Mais pas depuis si longtemps que cela. On peut dire qu'on aurait dû aller beaucoup plus vite dans l'aide. Alors maintenant... Et la théorie de l'escalade, simplement, d'un mot, Dominique? Je n'y crois pas. Qui utilise régulièrement la menace de l'utilisation d'armes nucléaires tactiques? Est-ce que c'est l'Ukraine et ses alliés ou est-ce que c'est la Russie de Poutine? Qui joue avec les concepts de l'escalade? C'est à Moscou qu'on joue avec le feu, c'est pas à Kiev. Et donc il me semble que là, il n'y a pas d'hésitation. Alors, sur la première question... Alors ça, on va y venir. On va y venir. Et simplement, sur la décision française, Jean-Dominique, cette décision vous réjouit ou elle vous inquiète? À titre personnel, elle me réjouit. Moi, je suis pour la victoire de l'Ukraine, donc je pense qu'il faut que nous donnions à l'Ukraine les moyens de gagner cette guerre. Parce que l'autre scénario serait une victoire de la Russie, et une victoire de la Russie, même partielle, c'est-à-dire que la Russie conserve les territoires qu'elle occupe, poserait d'énormes problèmes sur l'ordre international tel qu'on peut le concevoir, c'est-à-dire le fait qu'un pays peut délibérément annexer un morceau de son voisin, qui plus est, un pays le faisant à l'abri de sa force nucléaire, qui plus est, un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il faut absolument que, par des raisons de principe, on n'accepte pas ça. Il faut, pardon, je vous interromps, Jean-Dominique, parce que l'Ukraine a rappelé un point important au mois de mai, quand la Grande-Bretagne a commencé à livrer ses missiles à longue portée. Ouais. L'Ukraine s'est engagée à ne pas frapper le territoire russe, donc pas les territoires ukrainiens occupés par l'armée russe, mais le territoire russe s'est engagé à ne pas frapper le territoire russe avec ces armes-là. Oui, bien sûr. Je pense que et elle l'a fait pour l'instant. Je pense que c'est ce qui va se passer. Ça m'étonnerait qu'on voit des Storm Shadow ou des Scalp ou d'autres missiles de croisière tomber en Russie. Ils utilisent leur système à eux, c'est-à-dire
des drones relativement peu sophistiqués pour faire des opérations. Mais oui, ils n'ont pas intérêt à se fâcher avec nous qui leur livrons ce genre de choses. Donc, on ne veut pas qu'ils les utilisent contre le territoire internationalement reconnu de la Russie. Donc, par exemple, pas la Crimée. Mais quel intérêt les Ukrainiens auraient à se fâcher avec les gens qui les arment, alors qu'ils ont besoin de ces armes? Donc aucun. Donc on voit... Oui, je pense que... Est-ce que c'est une escalade? Oui, bien sûr, c'est une escalade. On voit bien, mais c'est la guerre. Et chaque fois, et depuis le premier jour, on a dit « Ah oui, peut-être qu'on va livrer des armes légères ». Maintenant, on livre des missiles qui sont considérés comme des armes stratégiques. Hein. L'emploi de ces armes au sein de l'armée de l'air et de la marine française a obéi à des procédures très sophistiquées, très compliquées. On n'utilise pas ça comme un petit missile anti-char. Hein. C'est des choses qui ont été utilisées à plusieurs reprises par l'armée française, par les armées françaises. Donc oui, bien sûr qu'on progresse, mais on progresse parce que la guerre est là. Parce que la guerre est là et que l'Ukraine est agressée, c'est ce qu'on comprend dans vos propos. Petit coup d'œil au sentiment de la population française par rapport au soutien militaire à l'Ukraine. Ipsos, c'est un sondage qui a déjà quelques semaines malheureusement, mais ce qu'on constate, et ce qu'on constate aujourd'hui encore, c'est-à-dire en ces mois de juin, juillet 2023, c'est que 52% des Français sont favorables à la livraison d'armes à l'Ukraine. Mais c'est bien moins qu'au Royaume-Uni. C'est peut-être qu'explique aussi le décalage dans le temps. Tiens, laissons Londres y aller d'abord, et puis nous, on viendra ensuite. Même question à vous, cher général Gomard. Est-ce que ça vous réjouit ou est-ce que ça vous inquiète? Non, ça ne me réjouit ni ne m'inquiète. Simplement, je pense que on a un vrai problème de munitions, en fait, côté occidental à donner aux Ukrainiens. Parce qu'on n'en a pas tant que ça, en réalité. Ça fait des années où on a réduit la fabrication de ces obus de 155 mm qu'on leur donne. On a limité le nombre d'obus qu'on donne qui alimentent les canons des chars. Donc en fait, ça vient compléter, j'allais dire, l'arsenal ukrainien. Et ça permet sans doute de mieux résister, comme ils le font jusqu'à présent, grâce à des armes supplémentaires. Grâce à des armes beaucoup plus puissantes en réalité, et qui, de mon point de vue, vont être utiles pour viser la Crimée en particulier. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, ils ont des canons qui vont jusqu'à 40 km, et c'est les César. Les HIMARS vont un peu plus loin, mais les Américains ont toujours limité la portée de ces HIMARS. Même chose pour leurs missiles qu'ils donnent. Donc en fait, ça vient compléter, j'allais dire, la panoplie d'armes que l'Occident donne à l'Ukraine dans leur combat contre la Russie qui les envahit. Oui, alors la Russie, Galia, voilà la réaction russe donc, à la livraison de ces armes. Voilà ce qu'elle dit, voilà ce qu'a dit Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Eh bien, il dit il y aura des mesures de rétorsion, il y aura des contre-mesures. Il dit pas en particulier d'ailleurs contre la France, mais il dit ça va entraîner des mesures sur le terrain de la guerre. La livraison de missiles longue portée français à Kiev est lourde de conséquences, car cela va nous contraindre à prendre des contre-mesures. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que cette décision vous réjouit? Vous voyez, je pose la même question à chacun. Non, la réaction de Peskov ne m'inquiète absolument pas parce que à chaque fois que de nouvelles armes ont été livrées à l'Ukraine, chaque fois qu'il y avait un nouveau type d'armement, Moscou a répété exactement la même chose. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais moi, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que cette livraison de Scalp à l'Ukraine montre quand même deux choses. Et surtout, il faut que ce soit mis en relation avec d'autres décisions prévues de l'Alliance. C'est-à-dire, on change la doctrine de l'OTAN. On va désormais, par exemple, revoir le volet très important parce que dans la doctrine militaire de l'OTAN, on prévoyait l'occupation possible des pays baltes et que l'OTAN allait les récupérer en 180 jours. En 180 jours, pour les pays baltes, c'est suffisant pour les anéantir complètement. Donc, déjà, il y a une révision de la doctrine de l'OTAN. Ensuite, on va passer aux 2% du PIB obligatoire pour tous les États membres. Ce qui est aussi un pas en avant, c'est-à-dire l'Alliance se réarme, se mobilise
Et c'est la guerre en Ukraine qui la mobilise. Maintenant, pour les scalps, je pense que la décision de Macron, c'est pas seulement parce qu'on peut compléter, etc., etc. Je rappelle que Macron était quelqu'un qui a toujours dit en même temps qu'il faut pas humilier la Russie, etc., etc. Là, très clairement, il a changé de ton. Et pourquoi ? Je pense que parce que Poutine a montré sa faiblesse. Ce putsch de Prigojine, même s'il s'est bien terminé, ça demande un développement beaucoup plus long que le temps qu'on dispose actuellement. Mais en clair, signe de faiblesse pour vous. C'est une faiblesse. J'ajoute seulement que je mets ça en rapport avec, par exemple, le changement de la position d'Erdogan. Erdogan, qui a été opposé et de mèche avec Moscou à l'adhésion d'abord de la Finlande et surtout de la Suède, maintenant a dit oui. Et Erdogan a fait partir les chefs du régiment Azov. C'est-à-dire, il sent, vous savez quand... Il sent que le vent tourne pour vous. Il sent que le moment tourne et que Poutine est affaibli. Et je pense que Macron sent la même chose. Et on va voir d'autres décisions qui vont peut-être suivre. Maintenant, cette faiblesse de Poutine, est-ce que Poutine n'a pas su régler à temps le conflit entre Prigojine et Shoigu? Poutine a montré la faiblesse le jour de la mutinerie, c'est-à-dire il n'a plus la maîtrise complète de la situation. Et je pense que ça va changer très rapidement l'attitude non seulement des Occidentaux, mais aussi peut-être d'autres alliés de la Russie. Mais venons-en au coup de gueule de Zelensky. Non, je voulais simplement dire que hier, on évoquait l'autre lecture de l'offensive ukrainienne sur le front de 1000 km, et on disait que ce n'est pas le nombre de kilomètres carrés gagnés qui compte, c'est plutôt une guerre d'artillerie. On essaye d'affaiblir l'adversaire, et à ce jeu-là, entre guillemets, l'Ukraine marque plutôt des points. La livraison de ces missiles français à longue portée s'inscrit sans doute aussi dans cette logique. La logique de pouvoir frapper à l'arrière des lignes, de pouvoir frapper l'artillerie adverse, de pouvoir frapper les réserves d'armement adverses. Zelensky plombe l'ambiance, Disons qu'en tout cas, il met les pieds dans le plat au sommet de l'OTAN. Il attendait un engagement ferme, un calendrier ferme pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il n'y en aura pas. On l'a entendu tout à l'heure. Écoutons Zelensky dans son discours tout à l'heure, parce qu'il le redit, ce n'est pas l'OTAN que j'aime. L'OTAN que j'aime, c'est l'OTAN qui ne regarde pas du côté de la Russie. C'est l'OTAN qui a confiance en elle-même et qui tend la main à ceux qui seront ses alliés. Disant cela, évidemment, il regrette qu'il n'y ait pas eu de calendrier précis donné. Écoutons Zelensky tout à l'heure dans son discours. C'était en direct sur LCI. НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить НАТО сильніше. Voilà, l'OTAN qui n'a pas de doute, qui ne perd pas de temps, qui ne regarde pas du côté de l'agresseur. Voilà ce que devrait être l'OTAN, sous-entendu. Elle n'est pas cela. Est-ce qu'il a raison? C'est la question toute simple que je vous pose, Jean-Dominique. Alors, on comprend qu'il ne soit pas content. Voilà, il voulait une date et on lui dit il n'y aura pas de date. Il voulait rentrer très vite dans l'OTAN ou au minimum qu'on lui fixe une date et pour des raisons très compréhensibles, ce n'est pas possible. Alors à qui il s'adresse dans son message? Est-ce qu'il s'adresse d'abord à nous, aux Occidentaux, à l'OTAN, aux Américains, aux Allemands, aux Français, ou est-ce qu'il s'adresse aussi à son opinion publique? Parce que vous avez au moins 90% des Ukrainiens qui sont favorables à l'adhésion de leur pays à l'OTAN. Donc, il est quand même obligé, il arrive un peu défait à Vilnius en disant bah écoutez les gars, j'ai pas ce que je venais chercher. Donc il faut quand même qu'il explique ça chez lui parce que il y a une vraie vie politique en Ukraine. C'est pas un dictateur Zelensky, il est obligé de rendre des comptes à son peuple. Et puis on peut lui reprocher évidemment une forme de radicalisme. Mais moi quand j'entends ces phrases un peu dures, c'est les phrases
Ça me fait penser au général de Gaulle à Londres entre 40 et 44. On lui reprochait beaucoup d'être dans des positions radicales, d'avoir des affirmations, parce qu'il disait, mais attendez, il faut que vous nous reconnaissiez, il faut que vous nous aidiez. Et tout le monde disait, bon, c'est bon, de Gaulle, nous on fait la guerre, on a des choses sérieuses à gérer, qu'est-ce que vous venez nous ennuyer avec la France, les machins, voilà. Donc, ce radicalisme dans les propos, c'est plus au fond quand même là, aujourd'hui, un signe de faiblesse qu'un signe de force. Je ne pense pas que ça aura sérieusement beaucoup de conséquences. Parce qu'ils sont intelligents, ils savent très bien que les États-Unis sont contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN immédiatement et avant la fin de la guerre. Je crois que l'OTAN a compris qu'il n'était pas question d'une adhésion immédiate, puisque l'article 5 déclencherait les représailles. Comment peut-on donner une date, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer? On ne peut pas, logiquement, intégrer dans l'OTAN un pays qui est en guerre avec la Russie. Ça voudrait dire qu'on deviendrait des co-belligérants. Donc, comme on ne sait pas à quelle date cette guerre va se terminer, comment peut-on donner une date? C'est simplement de la logique. Ça ne peut pas. On ne pouvait pas dire aux Ukrainiens, eh bien écoutez les gars, vous allez rentrer en 2025, 2026, 2024. On n'en sait rien, parce qu'on ne sait pas comment la guerre va tourner. Donc c'est logique qu'on ne leur donne pas de date. Mais qu'ils ne soient pas contents, c'est aussi logique. L'éditorial de notre consoeur des Échos, Lucie Robquin, aujourd'hui, ce matin. Rien de pire pour les voisins de la Russie que de patienter dans la salle d'attente de l'OTAN. C'est pour ainsi dire la place du mort, celle où on ne dispose d'aucune garantie de défense de ses aînés, mais où l'on alimente constamment la colère de Poutine. Cet entre-deux, l'Ukraine le supporte depuis plus de 15 ans. Il est crucial que les leaders occidentaux dessinent à l'encre noire un chemin vers l'adhésion assorti de conditions concrètes. Et cela, les leaders de l'OTAN, visiblement, ne sont pas décidés à le faire lors de ce sommet. Ça, c'était vrai avant le 24 février 2022. À partir du moment où l'Ukraine est en guerre, ça change la donne. Il est crucial que les leaders occidentaux dessinent à l'encre noire un chemin vers l'adhésion assorti de conditions concrètes. En réalité. Est-ce que pour vous, Dominique, l'OTAN aurait dû aller plus loin dans les modalités, dans l'invitation faite à l'Ukraine? Il y a l'OTAN telle qu'elle devrait être et il y a l'OTAN telle qu'elle est. Et l'OTAN telle qu'elle est fondamentalement divisée sur cette question. Vous avez des pays comme la Pologne, comme les républiques baltes, qui veulent l'Ukraine tout de suite dans l'OTAN, avec même l'idée peut-être qu'il faut engager l'OTAN dans la guerre contre la Russie. Ils vont jusque-là, d'après vous? Oui, ça doit être dans leur pensée. Et puis, il y a... Parce que personne ne veut quand même rentrer en guerre. Non, mais bon, il y a les États-Unis et l'Allemagne qui ont, pour des raisons différentes, une vision totalement opposée à cela. Et je crois que Zelensky n'est pas surpris par les hésitations de l'OTAN. Mais sa colère réelle et feinte consiste à dire, écoutez, vous me trahissez quelque part, maintenant j'attends des armes, toujours plus d'armes. Et le calendrier des armes doit compenser en partie le calendrier de l'ouverture politique. Alors, ce qui est le plus intéressant, me semble-t-il, c'est de comprendre, les réticences allemandes, on les comprend, mais les réticences américaines, pourquoi sont-ils à ce point réticents? Et là, il y a des réponses de politique intérieure. Il y a un calendrier électoral. Biden sait que s'il devait faire ratifier demain par le Sénat l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ça ne passerait peut-être pas. Il fournirait peut-être des arguments aux républicains. Et puis il y a cette idée stratégique centrale que la question essentielle pour les États-Unis, c'est la rivalité avec la Chine. C'est pas la guerre en Ukraine. Et il ne faut pas mettre toutes les cartes dans le même jeu. Alors, je ne suis pas content de cela, je ne l'approuve pas, mais c'est une réalité absolue. Et là, je compléterai peut-être le propos de Gallia sur Macron. Je crois que pour Macron, fournir ses armes sophistiquées, à longue portée, à l'Ukraine, ça n'est pas seulement tirer les leçons de la faiblesse de Poutine, c'est tirer les leçons
de la difficulté de traiter vraiment à long terme avec un pays comme les États-Unis qui peut devenir républicain demain et avec des prises de position très différentes. C'est l'idée de dire c'est l'heure de l'Europe. C'est à l'Europe de dire aux Ukrainiens, nous sommes en première ligne, nous avons des responsabilités, c'est à nous Français, c'est à nous Européens de vous aider et de rééquilibrer l'aide des Occidentaux à l'Ukraine entre les Américains et les Européens. Regardez, et puis vous réagirez, et je vous demanderai si l'OTAN aurait pu fixer, pas forcément un calendrier, comme vous dites, Jean-Dominique, 2025, 2026, on ne sait pas quand la guerre se terminera, mais il pourrait être dit, peut-être, dès lors que les armes se tairont, le processus sera engagé, il ne prendra que quelques mois, mais je vais vous entendre là-dessus. Mais regardez comment, d'ores et déjà, les propagandistes russes tirent parti de ce qui est en train de se passer. D'abord sur l'Union européenne, où la candidature de l'Ukraine prendra du temps, disons-le clairement, et ensuite sur l'entrée dans l'OTAN, où il n'y a pas de calendrier précis. Alors, vous voyez un faux Zelensky, vous allez voir ce petit film, ce petit clip qui a été réalisé par les propagandistes russes. Il y a un faux Zelensky qui commence par manger des céréales Europe, la marque Europe, et dedans il trouve les petites étoiles, le drapeau européen, qui vont lui donner l'idée, tiens, et si j'adhérais à l'Europe? Et voilà ce qui va se passer ensuite. S'en suivra un coup de fil pour adhérer à l'OTAN, il va connaître la même infortune. Regardez comment les Russes, les propagandistes russes, exploitent, tentent d'instiller le doute chez les Ukrainiens. This is NATO headquarters. Your call is very important to us. Please stay on the line, on the front line. Черт, внизу на действие. Москва, Кремль. Но мы пропустим этот звонок. Voilà, l'Ukraine ferait mieux de se tourner vers le grand frère russe plutôt qu'attendre quelque chose de l'OTAN ou de l'Union européenne. Galia, est-ce que l'OTAN aurait dû faire plus pour vous? L'OTAN sûrement aurait dû et pu faire plus. Maintenant, comme j'ai dit, ils sont en train de réformer toute leur doctrine. Ils vont probablement installer les bases plus près des frontières russes, etc., etc. Donc, ils font en quelque sorte pas mal de choses. Mais faut voir aussi le verre à moitié plein, c'est ce que vous dites. Exactement. Mais je pense que cette attaque, on peut dire, de Zelensky contre l'OTAN, accusé de faiblesse, etc., c'est sa stratégie habituelle. C'est comme ça qu'il s'est comporté dès le début de cette guerre. Et c'est comme ça, à chaque fois, il a fait obtenir plus et plus d'armes. À chaque fois, il engueule les Occidentaux en disant « vous faites pas assez ». Et donc, je ne sais pas si ça va accélérer le calendrier d'adhésion à l'OTAN, mais Dominique l'a remarqué, certainement, ça va l'aider à obtenir encore plus d'aide. Et puis, vous savez, moi je pense à une chose. L'Ukraine a prouvé que c'est un pays militairement très fort, non pas par la quantité de ses armes, mais par l'excellence de ses militaires, par l'organisation de l'armée, etc., etc. Et donc, en fait, c'est un allié très précieux pour l'OTAN. C'est un allié qui aurait été très précieux s'il n'y avait pas la menace d'être impliqué dans la guerre. Mais moi, je n'exclus pas que, tôt ou tard, la situation va changer de la façon suivante que, d'ailleurs, on en parle depuis un moment, que, par exemple, les Polonais, les Baltes, peut-être les pays nordiques, voudront former une coalition. On peut former aussi une coalition. Et rentrer dans la guerre. En dehors de l'OTAN. Ah, en dehors de l'OTAN. Oui. Et mais pour rentrer dans la guerre eux-mêmes? Oui. Oui, oui. Oui, bien sûr. Il y a même... Pour envoyer des troupes.
pour envoyer... Pour se battre même sur le sol russe. Oui, parce qu'il vaut mieux... Sur le sol ukrainien, bien sûr. Sur le sol ukrainien. Voilà, mais parce qu'il vaut mieux... mais contre les Russes. Contre les Russes, attaquer que d'être attaqué. Et si l'Ukraine perd, les pays baltes, en particulier, paieront un prix très lourd. Donc certains membres de l'Union européenne et de l'OTAN seraient prêts à envoyer leurs enfants se battre directement, verser le sang pour l'Ukraine. Écoutez, c'est pas seulement pour l'Ukraine. Pour la liberté, pour les valeurs. Pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Oui. Sur ce que dit Galia là à l'instant, oui, moi je confirme qu'il y a des réflexions, notamment en Pologne et dans les pays baltes, sur la constitution d'une division multinationale, on va dire, incluant des forces ukrainiennes, des forces polonaises, des forces baltes, peut-être d'autres. Mais on n'y est pas. Hein, ce sont des réflexions. Et je pense que ça s'accélérerait si jamais l'Ukraine se trouvait en situation de danger militaire. C'est-à-dire que si la Russie était capable de percer le front et de reconduire des offensives, là, je pense qu'effectivement, des pays comme la Pologne et d'autres enverraient des troupes en dehors de l'OTAN. Il faut bien le spécifier, comme la France, quand la France envoie des troupes. La France est un pays membre de l'OTAN, mais quand on envoie des troupes au Mali, on ne l'envoie pas dans l'OTAN. Et donc, elle enverrait de manière bilatérale ou trilatérale. Ça, je pense qu'il y a des réflexions très sérieuses dans la guerre. Conduites, par exemple, à Varsovie. Christophe, d'un mot, est-ce que l'OTAN aurait pu aller plus loin, fixer une forme de calendrier, prendre des engagements plus précis pour l'après-guerre? Oui, il me semble que l'OTAN est déjà allé assez loin. Le discours de Zelensky est assez intéressant parce qu'il râle avant même de rejoindre Vilnius, finalement. C'est donc une mise en pression, c'est donc un discours vers son peuple, comme Dominique l'a indiqué à l'instant, mais également vers l'opinion internationale et en particulier l'opinion occidentale. Donc il met la pression. Et de fait, depuis le début, ce que disait Galia Ackerman, ce qui est vrai, c'est que depuis le début, il râle. Depuis le début, il réclame. Et c'est comme ça qu'il a obtenu, bien sûr. Et c'est comme ça qu'il a obtenu petit à petit. Alors, il a même des F-16, il va peut-être obtenir des F-16, puisque des pilotes vont entrer en formation. Donc, en fait, on voit bien que petit à petit, il a obtenu des chars, il a obtenu des missiles longue portée, il va obtenir demain des avions. Donc, plus il râle, plus il obtient. Donc, derrière, est-ce qu'il n'y aura pas une architecture de sécurité qui soit proposée, non pas une adhésion à l'OTAN, mais une architecture de sécurité dans laquelle, en fait, l'OTAN se dit, j'interviendrai si jamais la Russie vous attaque plus loin, le jour où effectivement il y aura la paix qui sera obtenue.